Je sais pas. Manuel Bompard est donc notre invité ce matin, coordinateur de la France Insoumise, élu LFI dans les Bouches-du-Rhône. Monsieur Bompard, la partie politique, vraiment politique de ce nouveau gouvernement va débuter avec le budget, son examen à l'Assemblée nationale. Je rappelle pour tout le monde que c'est pioche illimitée sur le 49.3. Hein. Pour le budget, c'est un domaine particulier, mais c'est sans doute le moment le plus politique. Quel est l'état d'esprit de LFI et du NFP au moment d'attaquer cet examen? Ah ouais, ils ont 49.3 illimité sur le budget. Ok. Combatif et n'acceptant pas les orientations qui sont proposées dans ce budget, qui, de mon point de vue, vont faire souffrir les Françaises et les Français et vont avoir un impact économique qui va être désastreux. Pour le dire en quelques mots, Michel Barnier et le budget qu'il va mettre sur la table ce soir est un budget qui revient à couper 60 milliards d'euros, à faire 60 milliards d'euros d'économie, c'est 2% du PIB, et à le faire avec un plan d'austérité le plus violent que le pays n'ait jamais connu. Juste 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été imposé à la Grèce en 2010, exactement. Alors, la conséquence d'un plan d'austérité de cette violence, ça a été, dans les années suivantes pour la Grèce, 25% du PIB en moins. Donc je pense que ça va produire une récession économique et que c'est vraiment pas la bonne manière de s'attaquer au problème de l'augmentation des déficits publics. mais alors, il y a 40 milliards de réduction de dépenses. Il aime bien cet argument du PIB par rapport à la Grèce, etc. Mais après, moi, je veux bien que ce soit mon poteau, le Manuel Bompard. Mais est-ce qu'on peut comparer la France et la Grèce? Est-ce que c'est pertinent? Je sais pas. Je sais pas s'il y a une vraie pertinence entre les deux pays. Bon, après, c'est lui le spécialiste en économie, hein. C'est lui, hein. Je pense, mais il y a aussi 19 milliards, un peu plus de 19 Salut, milliards d'impôts. Est-ce que ça, finalement, Salut, c'est ça pas va plus proche de vous que ne l'était le budget présenté l'année dernière par les macronistes? Alors, notamment sur les plus hauts revenus. Hein. Oui, oui. Alors, ce qui est certain, c'est qu'après nous avoir dit pendant des années et des années que les solutions que nous proposions étaient les plus mauvaises solutions, qu'il fallait certainement pas faire ça, je note avec satisfaction, d'un certain point de vue, que enfin cette minorité, cette nouvelle coalition comprend qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre à contribution les grandes entreprises qui se sont fait beaucoup d'argent et les plus riches du pays qui ont tout à fait les moyens de contribuer à la solidarité nationale. Donc mais ça vous ne peut votez pas. ça? Non, attendez. Enfin, je vais vous répondre. S'il y a des mesures qui permettent de mettre en place une taxe sur les super profits ou d'augmenter les impôts sur les 0,3% des plus riches, puisque c'est les chiffres qui sont avancés, je ne vais pas m'opposer à ces mesures-là spécifiques. Mais il faut après pas raconter d'histoire aux gens. C'est l'arbre qui cache la forêt. D'ensuite, des mesures qui vont se traduire, par exemple, par le refus d'augmenter les retraites sur les 6 premiers mois de l'année 2024. En moyenne, c'est 150 Georges Zelensky, il est en France. Ok. euros en moins pour une pension moyenne. Je rappelle qu'il y a 2 millions de 1400 retraités. Voilà. Il y a 1400 2 médiane. millions. C'est la médiane. Sur à peu près 1400 euros de pension, c'est 150 euros Est-ce que qui vont vous être seriez prélevés aux retraités. favorable Attendez, je vais répondre à votre l'idée question, mais je veux juste dire, il y a 2 millions de Ouais. retraités en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, et justement. ils vont se faire enlever une partie de leur retraite. Je trouve ça scandaleux. C'est ma question. Est-ce que vous seriez favorable à un système, vous prenez donc la médiane, on coupe l'ensemble en 2 parts égales, on se dit en dessous de 1400 on n'y touche pas, c'est-à-dire on indexe toute l'année, et au-dessus on fait un effort. Mais Vous jouez ça ou pas? alors attendez, sur le principe, oui, je suis favorable à d'accord. ça. Est-ce que l'outil, c'est le fait de dire on va indexer les pensions sur l'inflation, uniquement les petites pensions et pas les grandes? Je pense que c'est pas le bon outil. Le bon outil pour organiser le partage des richesses entre les plus hauts revenus, que ce soit sous la forme de salaire ou que ce soit sous la forme de pension de retraite, et les plus bas, c'est la fiscalité. Non mais là, C'est l'impôt sur le revenu. Oui, mais là on a un outil qui est immédiatement disponible au 1er Mais- janvier. Est-ce qu'on s'en sert? Non mais attendez, l'outil d'impôt sur le revenu, il est immédiatement disponible au 1er janvier. Vous l'avez dit vous-même. Sans préjudice du reste. On peut faire les deux. Mais je ne pense pas que ce soit le bon outil D'accord. pour organiser le partage de bien. la richesse. Je pense Donc que il le faut partage- épargner même les très hautes retraites. Bah, attendez, je ne dis pas qu'il faut les Bah, épargner. c'est ce que vous venez de me dire. Non, Bah, si. pardon, attendez, précisons les Oula, choses si oula, vous voulez oula, bien. d'accord. Il y a une mesure qui s'appelle la revalorisation automatique des pensions de retraite sur la base de l'inflation. Je C'est ne ça. suis pas pour toucher cette mesure. Maintenant, il y a notre possibilité pour Jure, mettre à rendez-vous contribution, y compris les plus riches des retraités, ça s'appelle l'impôt sur le revenu et ça nécessite d'augmenter des tranches sur l'impôt sur le revenu pour que les plus hauts revenus, que ça soit sous la forme de pension de retraite ou que ça soit sous la forme de salaire, soient mis davantage à contribution. Donc je suis pas pour ne D'accord, pas les non, mais mettre j'ai davantage compris. à contribution, mais pas par cet outil. J'en viens aux entreprises, à la fiscalité oui. sur les entreprises. Quand on rentre dans le détail, là, sur la super taxe au-delà de Oui. l'IS, Ah, merci, des Tramel. 25% d'IS, ça va toucher les grands groupes, mais on s'aperçoit Bien vu, aussi, bien vu. quand on rentre dans le détail, et le diable est là, comme vous le savez, que ça va toucher les ETI françaises, qui ont cette particularité. Entreprises d'avoir de taille des intermédiaire. Oui, qui ont cette Putain, la dette, elle s'est tellement creusée entre Macron, enfin entre son premier quinquennat et maintenant.
Entre 2017 et 2023, on est passé de 33 000 € de dette par habitant à 45 000 €, 341 € de dette par habitant. Putain. Ça pique, hein. Il est pas mal ton petit site, Kramel, merci. Merci. Ça pique quand même, hein. 10 fois plus de dettes, en grande partie rachetées par BlackRock. Oh, les intérêts de la dette, en plus, les mecs, imaginez, hein, le taux d'intérêt. J'ai vu en plus qu'ils veulent augmenter aussi l'électricité, genre récupérer une plus grosse part dans l'électricité. J'ai pas tous les détails, peut-être qu'il va en parler, Manuel Bompard. C'est le Mozart de la finance, on nous l'a vendu comme ça, Dofla, oui. Eh oui, on nous a vendu Macron comme le Mozart de la finance. Je m'en souviendrai toute ma vie, les gars, de cette expression de merde. Hein. Les Bruno Le Maire, qui est là depuis des années, là maintenant il est en Suisse, il est tranquille. Il est tranquille en train de se prélasser dans les montagnes suisses avec son petit Nestlé, son chocolat Lindt, cet enculé. Putain, j'ai trop la rage, wesh. Boîtes qui font souvent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, pas Trop nécessairement large. très profitables, mais qui ont cette particularité d'avoir leur emploi en France, Le Mozart à la de Twitch, différence salut, des mec. grands groupes. Est-ce que là, il n'y a pas une mesure qui risque d'avoir de mauvais effets de bord? Je ne le crois. Enfin, d'abord, je ne connais pas à ce stade, je ne sais pas si vous le connaissez, le détail précis de cette mesure. C'est pourquoi je vous en parle. La piste qui avait été évoquée, c'était le fait de ramener le taux d'impôt sur les sociétés au niveau auquel il était avant qu'Emmanuel Macron décide de le 33. baisser, en le concentrant uniquement sur les grands groupes. Moi, il se trouve que j'étais défavorable au fait de baisser le taux d'impôt sur les sociétés sur les grands groupes. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis contre le fait de le remettre au niveau auquel il était. C'est juste que je trouve qu'il y a quelque chose de pas sérieux à faire une politique en 2017 et à faire l'inverse 7 ans plus tard. Je trouve que là, il y a une forme de contradiction. Je ne crois pas qu'il y ait d'effet de bord si vous concentrez votre mesure sur les grands groupes qui réalisent plus d'1 million d'euros de 1 chiffre milliard d'affaires. ou 3 milliards. Oui, c'est Voilà. des milliards à ce niveau. Autre question qui concerne ce gouvernement, Monsieur Bompard, c'est Bruno Retailleau, donc dans les colonnes du Parisien ce matin, il précise encore un peu plus sa pensée et veut durcir le discours. Bon, déjà, il reprend la parole et ensuite il explique un certain nombre de pistes qu'il souhaite et d'arbitrage qu'il souhaite obtenir, notamment sur la question de l'immigration, supprimer la circulaire Valls. Ah, wow. Ah ouais, putain, là, c'est le grand écart, là. On est sur un autre sujet. Merci, Happy, pour le sub. Manuel Bompard, député LFI, face aux experts. Ils sont experts en quoi, ces journalistes? C'est une question que je pose, les mecs. Hein. Ils sont experts en quoi? Je demande, hein, je demande. Faire appel à des pays tiers demande. pour participer à la régulation du flux d'immigration. Comment est-ce que Moi, vous P6. regardez ces propositions? Bah, Merci, d'abord, je mon trouve gars. que depuis l'installation de ce gouvernement, il y a quand même une question qui se pose, 6 c'est mois de savoir de si le suffisant. Premier ministre, c'est M. Retailleau ou M. Barnier. Parce que M. Barnier tient un discours de politique générale dans lequel les mesures que vous êtes en train d'évoquer ne sont pas évoquées. Et M. Retailleau, une semaine plus tard, vient avancer d'autres mesures. Dans les annonces de M. Retailleau ce matin, que j'ai eu le temps rapidement de consulter, il y a des choses avec lesquelles je suis en radical désaccord, que les choses soient très claires. Je pense par exemple que le fait de s'en prendre et de s'attaquer à l'aide médicale d'État, c'est une mesure qui est absurde, inefficace d'un point de vue économique. Toutes les expériences précédentes, y compris dans d'autres pays d'Europe où cette mesure a été mise en place, se sont traduites par un échec. Pour une raison très simple que les gens doivent comprendre, c'est que si vous ne soignez pas une pathologie immédiatement, elle s'aggrave, elle se traduit par un engorgement des services d'urgence, et y compris d'un point de vue par la financier. contagion. D'un point de vue... en plus, il y a la Non, mais c'est surtout ça l'argument. les deux. Bien La sûr. contagion Ouais. et le fait qu'ensuite vous allez devoir soigner une pathologie quand elle s'est aggravée, ce que ça va coûter plus cher. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez peut-être vu qu'il y a une tribune qui a raison. été signée, je crois, T'as par raison. 6 anciens ministres de la Santé, qui ne sont pas tous des insoumis. Je crois qu'il n'y en a aucun qui est insoumis, d'ailleurs, dans les listes, et qui tous disent que ce serait une mesure absurde. De la même manière, le fait de remettre en cause des mesures de régularisation des travailleurs sans papier, je pense que c'est une grave bêtise. Les travailleurs sans papier, ils contribuent à la solution. Mais ça va jamais se faire. Hein. J'ai l'impression que à chaque fois, la droite et l'extrême droite veulent toucher à l'aide médicale de l'État. Mais déjà, je pense que c'est une mesure anticonstitutionnelle. Mais par rapport à l'Union européenne, est-ce que la France ne va pas se faire interdire justement ce genre de propositions? Pour moi, c'est anticonstitutionnel. Tu vas pas retirer l'aide, même s'ils veulent le transformer en aide médicale d'urgence. Bon, ça reste quand même des mecs qui veulent pas qu'on soigne des étrangers, quoi, en situation irrégulière. Et c'est ça qu'il faut retenir, les mecs. C'est juste ça, genre. Pour moi, ça serait anticonstitutionnel. Bah, en vrai, le principe, parce que moi, je vous le dis de manière très brutale, les mecs, hein, le principe de ne pas vouloir soigner un malade en situation irrégulière, déjà pour commencer, ça va à l'encontre du serment d'Hippocrate, de 1, et de 2,
ça reste quand même, comment dire, ça va à l'encontre des droits humains, genre. Enfin, les gars, je suis sérieux, enfin, tu refuses. Le médecin doit refuser les soins d'un mec qui est malade, il est devant lui. Il est devant lui, genre, il va pas lui dire, non, arrache ta mère, t'as pas de sécurité sociale. Ça n'existe pas, les mecs. Ça n'existe pas. Je sais pas comment ils veulent transformer ça, je ne sais pas, il y en a qui proposent l'aide médicale d'urgence, mais j'ai l'impression que c'est un rename de l'AME, donc ce sera peut-être toujours une AME. Je sais pas, c'est bizarre. Le serment d'Hippocrate, pourquoi j'ai dit quoi? Serment, ouais, c'est ça, serment d'Hippocrate. Solidarité nationale, ils payent des cotisations, il faut les régulariser, on en a besoin. Monsieur Bompard, dans quelques instants, parce que vous êtes aussi élu marseillais, nous reviendrons ensemble sur ce qui se passe à Marseille. Ah ouais, Marseille, des mineurs et de plus en plus jeunes, 14 ans, utilisés par des donneurs d'ordre pour abattre des concurrents. Et puis cette vidéo qui a un peu scotché tout le monde, hein, de la DZ Mafia, en tout cas prétendument cette mafia marseillaise qui se met en scène cagoulée face aux caméras. Reste avec nous et à tout de suite. On va skip. Ah, mais c'est long. Ça skip déjà à ma place, ok. De Marseille, il y a cette vidéo qu'on va peut-être pouvoir remontrer à nos téléspectateurs de personnes cagoulées qui se mettent en scène avec écrit DZ Mafia, qui est le nom d'un des gangs marseillais dans le narcotrafic et qui tient à se mettre à distance des assassinats commandités et effectués ou prétendument effectués par des mineurs de 14 ou 15 ans. Il y a eu le plan Marseille en grand pour essayer d'aider la ville phocéenne. Est-ce que vous qui êtes élu local, vous dites que ça ne suffit pas, que ce n'est pas efficace et comment on fait pour arrêter cela ? Moi, ça fait depuis malheureusement des années que Marseille paye un très lourd tribut de ces batailles entre des gangs, des narcotrafiquants, avec quasiment chaque mois des morts dans la rue. Il y en a dans ma circonscription. Et ça fait depuis plusieurs années qu'on tire la sonnette d'alarme en disant les solutions qui sont mises en place, les opérations de communication qui sont effectuées, parce que je vous avais parlé du plan Marseille en grand, mais on a eu aussi les opérations PlaceNet XXL, vous vous en rappelez, qui devaient soi-disant tout régler. À chaque fois, moi, je disais, attendez, arrêtez avec ces formes de communication. Parce que... les gars, vous moquez pas de la DZ Mafia sur mon stream, hein. J'ai pas envie de mourir. Hein. Vous moquez pas le chat, vous moquez pas. C'est dangereux, là. La DZ Mafia, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai pas envie de mourir d'une balle dans la tête. Hein. Vous êtes fous, quoi. Doucement. Doucement. Qu'elle ne règle rien. Vous savez, moi, dans ma circonscription et de manière générale, dans les quartiers populaires de Marseille en particulier, on me dit quoi? On me dit, il y a des opérations de communication. Le ministre vient avec des CRS et des caméras ce jour-là. Mais sauf que quand le ministre est parti avec les caméras et les CRS, le lendemain, les points de deal reviennent. Donc je pense que je pense que la solution n'est pas la bonne. Je pense que ce qu'il faut faire très concrètement, c'est concentrer les moyens financiers qu'on met et qu'on accorde à la police judiciaire. Les moments où on a eu des résultats, c'est quand on a été en capacité de démanteler des réseaux, c'est-à-dire de les remonter, de remonter les filières, de s'attaquer à la question du trafic des armes, à la question du trafic de la drogue. Je vous donne un exemple. Bruno Le Maire, j'ai pas l'habitude de le citer, avait dit au début de l'année, il faut qu'on modifie la loi pour pouvoir geler les avoirs des grands trafiquants, par exemple. Rien n'a été fait depuis que cette annonce a été faite. Alors que ça ne prend pas... Voilà. Bruno Le Maire, hein, pour une fois que Bruno Le Maire il avait une bonne idée, ça n'a pas abouti. Voilà. Difficile juridiquement, mais... Non, il suffisait d'une loi. Pourquoi on n'a pas été en capacité de la mettre de manière prioritaire? Je vous donne un deuxième... Qui aurait été transpartisane pour le coup. Merci Kramel pour le sub offert à DZ Mafia. Il y a un viewer Twitch qui s'appelle DZ Mafia. Ouais, c'est une blague. Et bien évidemment, parce que il faut. J'essaie juste de dire qu'à mon avis, la logique qui consiste à essayer de s'attaquer au bas du panier n'est pas la bonne. La bonne logique, c'est d'essayer de remonter les filières. Pourquoi? Parce que c'est terrible ce que je vais dire, mais vous allez avoir des enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui vont mourir parce qu'ils ont été utilisés par les réseaux, mais qui sont immédiatement remplacés par d'autres. Donc, si vous voulez vraiment apporter une réponse à cette difficulté, il faut doubler les effectifs de la police judiciaire. Voilà, moi, ce que je crois. Par exemple, j'ai vu qu'en Seine-Saint-Denis, chaque officier de police judiciaire a sur sa table à peu près, je crois, c'est 200 dossiers. Tout le monde dit que pour travailler sérieusement, il en faut 50. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas travailler sérieusement, il faut remonter, c'est un travail d'enquête, un travail de renseignement. Donc il faut concentrer les moyens financiers sur la police judiciaire. Voilà ce qu'il faut redéployer, il ne faut pas des nouvelles embauches dans la police. Ah bah si, il faut de manière générale davantage de moyens pour la police, ça me paraît être une certitude. Mais je ne vais pas répondre uniquement en vous disant il faut plus de moyens, parce que sinon c'est... Ça fait un moment que Mélenchon et la LFI de manière générale veulent vraiment faire en sorte que la police judiciaire, vraiment judiciaire, ait plus de moyens. Vraiment plus de moyens pour choper vraiment les gros narcotrafiquants. Parce que évidemment, quand tu chopes le petit
les petits points de deal, etc. Vous savez très bien que d'autres points de deal vont réouvrir, ainsi de suite, ainsi de suite. Genre, mec, tu coupes la tête du serpent, il y en a 3 autres qui vont repousser derrière. Et là, la LFI préfère qu'on attaque vraiment les gros trafiquants. Et voilà. Ça fait un moment que Mélenchon il propose cette idée, hein. Ça fait un moment. Hein. C'est une réponse, à mon avis, qui est une réponse démagogique. On dit qu'il faut les mettre à cet endroit. De la même manière, il y a des effectifs de douane qui ont été supprimés. La drogue, elle ne pousse pas dans les parcs de Marseille. Elle arrive bien de quelque part. Vous savez qu'en France, il y a un conteneur sur 5000 en moyenne qui est... Donc là, c'est pas ton LFI qui va nous arrêter, tu le sais. C'est nous, on contrôle Marseille et ça bougera pas de sitôt. Alors, j'ai envie de te permaban. J'ai envie de te perma. T'inquiète, on va pas te toucher pour l'instant, t'es réglo. Mais attends, mais c'est vraiment un mec de la DZ Mafia ou pas, les mecs? Moi, j'ai peur, moi. Les gars, si je le perds ma banne, demain, je meurs ou pas? Il est dans un RP, là, ou qu'est-ce qu'on fait, là? Vous savez quoi, les amis? Je vais le perma, les mecs. Nique sa mère. Nique sa mère, je le perma. Je vais le perma, et puis si demain, je meurs, eh ben, voilà. Je serai au paradis, les mecs. Eh ben, voilà. Allez, dégage. Je te mets une semaine. Vas-y, je te mets une semaine. Grosse couille. Ouais, grosse couille, les mecs. Vas-y, une semaine. Vas-y. Vas-y. Et plus rien à perdre, mon gars. Et j'ai peur de rien, gros. Ouvert au port de Marseille. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre des effectifs de douane pour renforcer les contrôles. 1 sur 1000 à Amsterdam. À Rotterdam. Ouais. 8h45, l'activité à l'étranger aussi, et qui nous concerne, puisque Volodymyr Zelensky vient à Paris. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense. Salut. de la Défense. Ouais. Et justement, Emmanuel Macron est allé hier dans le Grand Est pour aller regarder comment se préparait la première brigade ukrainienne entièrement formée en France avec du matériel français pour... D'ailleurs, Macron, il en a fait la promotion. Je sais pas si vous suivez Macron sur Twitter. Il a partagé un montage de l'armée française qui est en train de former des soldats ukrainiens pour les envoyer ensuite en Ukraine avec du matériel français. C'était une promesse de Macron, les mecs. Hein. C'était une promesse de Macron parce que vous savez qu'il y a une comment on appelle ça, putain, une association entre l'Ukraine et la France où Macron avait promis aux Ukrainiens, je crois, 2 milliards d'euros et une formation de soldats ukrainiens sur le territoire français. Voilà. C'était une promesse de Macron. aller rejoindre le front d'ici la fin de l'année. L'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine qui avait été mis au vote à l'Assemblée nationale, vous aviez voté contre. Oui, on l'avait pas voté. Vos camarades socialistes et écologistes avaient voté pour. Vous en êtes tous dans votre réflexion sur ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aider l'Ukraine? Non, alors d'abord on a voté contre cet accord de sécurité. Pour autant, on ne s'est pas opposé au fait que la France apporte son soutien à l'Ukraine qui a été victime d'une attaque, d'une violation du droit international qui était tout à fait inacceptable. Ce que je regrette, et peut-être que ça peut être l'objet de notre débat, c'est que où sont les perspectives? Quelle est la stratégie à long terme? Quelle est la manière et qu'est-ce que fait la France pour essayer de créer les conditions du retour de la paix? J'ai l'impression qu'on ne parle plus de cette question. Et ce que nous avions déploré au moment de la discussion à l'Assemblée nationale sur cet accord de sécurité, c'est précisément ça, c'est qu'il n'y avait aucune perspective stratégique. C'est quoi la perspective? C'est de laisser la guerre pendant des années et des années en disant... Il n'y a pas que c'est aux Ukrainiens de le définir eux-mêmes et en priorité? Bien évidemment que en dernier ressort, pour obtenir les conditions d'un accord de paix, il faut que l'ensemble des belligérants en soient d'accord, et donc en particulier les Ukrainiens, puisque ce sont la nation agressée. Mais vous savez très bien que, ou alors on renonce à jouer toute forme d'action diplomatique. Moi, je crois que la France devrait être à l'initiative de pourparlers de paix, prendre des mesures pour essayer de créer les conditions d'un accord de paix pour que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Et vous savez que ces conditions, en vérité, elles sont sur la table. C'est pas très difficile de les obtenir. C'est des garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est clair. C'est des garanties aussi de sécurité mutuelle. Je sais que ça fait crier certaines personnes quand je dis ça. Mais pas collective, pas l'OTAN. Ah, moi, je pense que ça ne passe pas par l'OTAN, personnellement, parce que je pense précisément que si vous voulez créer des garanties de sécurité mutuelle, c'est-à-dire pour chacun des pays, je ne pense pas que ça soit en élargissant l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie que vous allez y parvenir. C'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est une évidence. Voilà, il faut poser sur la table... Les frontières de départ. Il faut que les Russes rendent ce qu'ils ont pris. Le point de départ de la discussion, ça doit être ça. Ensuite, M. Zelensky lui-même, enfin, excusez-moi, vous dites c'est à l'Ukraine de définir, M. Zelensky lui-même a déjà dit que sur les territoires qui sont les territoires disputés
il était prêt lui-même à des formes de consultation populaire. Donc, par exemple, ça peut être D'accord. une manière d'apporter une réponse et de créer les conditions d'un accord de paix. Je regrette, en fait, on ne parle plus de cette question uniquement que par qu'est-ce que fait la France pour aider l'Ukraine, très bien, mais moi je pose la question de qu'est-ce que fait la France pour obtenir la paix. Je pense que ça devrait être ça, notre priorité, et je trouve que ce sujet n'existe Deux plus. petits mots rapides, monsieur. Putain, elle a plus de buzz la guerre en Ukraine, les mecs, non? Ça devient quoi là? J'ai l'impression que la situation elle s'est un peu enlisée. C'est une dinguerie ma phrase. Hein. Ça a plus de buzz. J'ai vraiment dit une phrase de fou là. Je sais plus, je suis un peu les comptes Twitter d'Ozint, ceux qui font du renseignement sur le terrain, satellite, etc. J'ai l'impression que la situation elle est un peu. Les Russes contre-attaquent, ok. Parce que la dernière fois qu'on s'était laissé sur la situation en Ukraine, on s'était laissé sur les Ukrainiens qui sont rentrés en territoire russe. On s'est arrêté sur ça. On s'est arrêté sur ça, ouais. On n'a pas plus d'infos. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Il a perdu son prime. Ça me rappelle un truc, les mecs. J'ai vu un tweet quand il y avait le ramadan. Il y avait un mec quand même, il avait percé sur Twitter, il avait dit le ramadan a plus de buzz. Il a dit c'est moi ou le ramadan il a plus de buzz cette année. Comment ça le ramadan a plus de buzz? Les gens sont fous sur Twitter. Les gens sont fous. Comme si on parlait d'une mise à jour Fortnite, un truc comme ça, genre. Comment on peut tweeter ça, genre? J'ai la rêve tweet de fou. On a vu le même tweet, Ilost. On a vu le même tweet. C'est moi ou cette année le ramadan a plus de buzz? C'est une dinguerie de dire ça, wesh. Eh, c'est une folie, oh là 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 là. Monsieur Bompard, s'il vous plaît, Hugo Prévost, qui est élu, la France Insoumise, a démissionné. Il est soupçonné d'agression sexuelle et des faits a priori graves dont on n'a pas le détail par ailleurs. Votre parti réagit très rapidement. Ça veut dire que vous allez devoir donc nommer quelqu'un pour une partielle qui va se dérouler. On a une idée du délai? Alors, d'abord dire que le groupe parlementaire de la France Insoumise, dès qu'il a eu connaissance de ces informations, a pris une décision très forte qui est de l'exclure de notre groupe parlementaire et qu'ensuite, effectivement, dans la foulée, il a choisi de démissionner. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle élection partielle dans cette circonscription. La loi est très claire sur le fait qu'à partir du moment où la démission est effective, il y a 3 mois pour organiser cette partielle. Ça ne dépend pas de moi à la date de cette partielle, mais bien évidemment, il y aura un candidat du nouveau Front Populaire, je le souhaite, investi par la France Insoumise, puisque c'était la règle de notre accord dans cette circonscription. Un tout dernier mot, alors peut-être plus anecdotique, mais vous nous direz, le Paris Football Club, autre club de la capitale, va être racheté par la famille Arnault. Une des plus grandes fortunes françaises, avec un petit bout racheté par Red Bull, qui est un groupe alors d'origine asiatique, mais qui a des antennes un peu partout. Red Bull d'origine asiatique. Alors c'est autrichien, c'est pas asiatique, c'est autrichien. Dans le monde, est-ce que vous saluez le fait qu'une famille française investisse dans un produit qui était pour l'instant en partie détenu par des capitaux étrangers mais du Golfe? Alors honnêtement je n'avais pas connaissance de cette information, donc je vous donne juste un avis comme ça, personnel, mais moi, mon club, mon mode préféré de propriété, oui d'abord, et puis après le modèle de propriété des clubs qui m'intéresse, c'est plus le modèle des sociaux dans lesquels ce sont les supporters qui sont propriétaires de leur club. Je trouve que c'est un modèle plus intéressant. Voilà, après j'ai pas de commentaires particuliers. Qu'en Espagne, c'est un peu du pipeau, les sociaux. En fait, ils votent, mais oui, ça s'arrête là. Attendez, la propriété collective du club, par contre, quoi? Moi, je vous dis que c'est un modèle que j'aime bien. C'est du bricolage. Non, mais il y a des Ça vous dérange pas parler de football là? coopératives de production, ça, oui. Mais dans le domaine du football, vous savez très bien, c'est du make-up, tout ça. Non, je ne le crois pas. Moi, je crois que c'est un modèle qu'il faudrait développer. Merci beaucoup, monsieur Bompard, d'avoir. Manuel Bompard, putain, ça me fuit, wesh. Manuel Bompard qui parle de football. N'oublions pas quand même qu'il est fan de Age of Empires, les mecs, hein. Ou Civilisation. Ou, en tout cas, il est fan de Football Manager et de PES, ça, on s'en souvient bien.